Alors J'enchaîne sur donc l'hygiène et sur la santé, donc voilà, les obligations légales qui voilà. contraignent l'employeur sur la santé des salariés. Alors, pour raccourcir aussi, parce que c'est quand même réellement en lien avec le thème numéro 1, puisque le DUER est en lien avec l'hygiène et la santé. Il est bien évident que l'employeur, c'est une base acquise juridiquement. Ce sont les articles L400, 4121-1 et suivants du Code du travail qui rappellent ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail envers tous ses salariés. Je le souligne parce qu'il ne faut pas en oublier. Hein. Il ne s'agit pas que des emplois CDI, non. Ce sont les CDD, ce sont les salariés en intérim, ce sont les sous-traitants. Donc, ça englobe vraiment tous ceux qui travaillent au sein de l'entreprise. Je voulais le rappeler. Les règles, elles sont simples, on les a évoquées. Monsieur Martini a parlé aussi de cette notion d'hygiène et de santé. Moi, je voulais attirer l'attention de l'employeur sur le risque pour lui si effectivement tout n'est pas mis en œuvre et pas que théoriquement dans le DUR, mais effectivement dans la pratique, sur le risque auquel il s'expose quant à la mise en, en perspective de sa responsabilité pénale. Parce que il se peut que dans le cadre de la pandémie, sa responsabilité pénale puisse être engagée s'il ne respecte pas les obligations qu'on a évoquées pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Au-delà hein, de l'actualisation effectivement du DER, c'est dans la pratique que les choses doivent être mises en place. J'ai voulu dans cette partie, parce que ça m'a semblé important, on a évoqué la question des risques infectieux, c'est évident, mais ont été évoqués les risques psychosociaux. Lorsque le post-déconfinement va arriver dans 15 jours, l'employeur va falloir qu'il soit d'autant plus vigilant au respect des règles d'hygiène, de santé et sécurité de ses salariés, sous peine de quoi? Bien, de lourdes sanctions, notamment pénales, mais aussi de se voir invoquer des droits de retrait de manière individuelle ou collective de ses salariés et par conséquent de ne pas pouvoir faire redémarrer son activité, ce qui engendrerait forcément un impact économique et donc des conséquences sur l'intégralité des salariés de l'entreprise. Il est vrai qu'il y a deux sortes de salariés. On va l'évoquer tout à l'heure dans le télétravail. Il y a ceux qui vont retourner sur site, voire ceux qui n'en sont pas partis du site, où là, il y a déjà des mesures de prévention, de gestes, de matériel qui a été mis à disposition des salariés. Donc, on va être dans la continuité normalement, dans une reprise d'activité encadrée physiquement. Et puis, il y a la question de ce télétravail. Et il ne faut pas les oublier dans l'aspect hygiène, santé et sécurité au travail. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur son lieu de travail qu'on ne doit pas bénéficier d'une hygiène et d'un cadre de santé préservé. Alors, il y a deux sortes d'entreprises. Hein. Il y a celles qui étaient habituées au télétravail. Donc, généralement, elles ont déjà un accord ou une charte de télétravail. Elles ont pu rapidement déployer leur organisation pour atténuer notamment les effets du confinement. Et puis, il y a toutes les autres, et elles sont bien plus nombreuses que ce qu'on pense, qui ont dû, dans l'urgence, hein, quasiment de manière instantanée, donner aux salariés les moyens de travailler depuis leur domicile, sans aucune phase de préparation ni de concertation préalable avec les organisations représentatives du personnel. Et là, je pense qu'il est important d'attirer l'attention de l'employeur et des salariés sur le fait qu'il doit y avoir une vigilance accrue et une attention particulière aux risques liés au télétravail. Quels sont-ils ces risques? Ils ont été référencés juridiquement. C'est le risque d'isolement, forcément renforcé hein, par la situation exceptionnelle de confinement. Il y a aussi le risque d'hyperconnexion au travail. J'ai du mal à décrocher. Il y a aussi ce besoin de se rendre utile, de donner un sens à ce qu'on fait tous les jours. Il y a la problématique de la gestion de l'autonomie. Pour certaines catégories de salariés, il y a des difficultés dans l'organisation personnelle. Donc, à mon sens, c'est à l'employeur, là, de remettre en perspective soit les capacités de chacun, soit redistribuer les rôles au sein même des équipes pour veiller justement à ce que la gestion de l'autonomie ne devienne pas un problème.
C'est ensuite, alors on est tous plus ou moins confrontés, mais l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, avec la séparation du temps, de l'espace entre le travail et les activités privées, qui est totalement bouleversé, le fait de travailler à la maison. Pas tout le monde a le lieu adapté pour, alors que, on le sait, il y a une possibilité pour les instances représentatives, si le salarié en fait la demande, que des représentants du personnel se déplacent dans le lieu où se fait le télétravail pour vérifier que toutes les conditions de travail sont optimales. Il y a aussi bien sûr la question du suivi de l'activité, du rôle des managers de proximité, du maintien du collectif pour garder un esprit de cohésion au sein même de l'entreprise. À mon sens, aujourd'hui, il va être très important dans le cadre de la poursuite du télétravail qu'on va aborder dans le thème d'après, que des solutions soient rapidement imaginées pour qu'une mise en œuvre dès que possible permette d'atténuer les risques accrus de cette situation actuelle de confinement, afin d'éviter toute atteinte à la santé et à la sécurité des salariés en télétravail, parce que le risque, ce sont les plus graves, j'ai envie de dire, c'est le burn-out, voire le suicide du fait de l'isolement du salarié. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Il y a le guide du télétravailleur. Je pense que M. Martini en parlera bien mieux que moi. Mais effectivement, je pense qu'il est essentiel que les mesures d'hygiène et de santé au travail s'intéressent, quand il n'y a pas eu de charte établie au sein de l'entreprise, à cette problématique et rapidement. Alors, le temps compte, mais je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, car ce sont souvent des salariés qui vont avoir du mal à manifester leur mal-être dans leur propre domicile. Voilà. Franck Martini, du coup, quel conseil pour reprendre le travail en toute sécurité, qu'on travaille dans un open space avec des collègues, en usine à la chaîne, où on a de nombreux internautes qui nous posent des questions là-dessus, quand on est commercial ou visiteur médical. Que doit-on mettre en place rapidement un peu dans ces différents cas? La première chose, me semble-t-il, c'est de considérer la sortie du confinement comme une phase transitoire. C'est-à-dire qu'il faut bien se dire qu'on a le confinement, on a le déconfinement, dont on ne sait pas, à l'heure où on parle, combien de temps ça va durer, et après, on a reprise de la situation normale. Cette phase-là de déconfinement n'est pas une situation normale. Ça veut dire que déjà, effectivement, il y a il y a des enjeux qui sont des enjeux assez simples autour du port du masque, de la désinfection des lieux de travail, des gestes barrières, des choses de base, mais qui impliquent de prendre des mesures à minima de mise à disposition du matériel, des procédures d'hygiène clairement communiquées. Donc, il y a un travail de fond à faire sur cet aspect-là. Mais il est probable qu'il y a aussi des contradictions entre le maintien de la distanciation sociale, la réduction de l'exposition potentielle au risque et le fonctionnement habituel. Donc, ça veut dire que, très simplement, je vais prendre le cas de bureau, tout simplement. On ne pourra pas avoir un respect réel des mesures préconisées dans des lieux qui fonctionnent comme habituellement. Donc, ça signifie qu'il y a des mesures qui doivent être prises du côté de l'organisation du travail. C'est-à-dire que si on est sur site aussi nombreux que ce qu'on était avant le confinement, ça ne va pas pouvoir être mis en place. Donc, ça va devoir faire réfléchir les entreprises à, par exemple, moduler les horaires, faire du travail en équipe, mixer le télétravail et le travail sur site, faire du roulement entre télétravail et travail sur site, par exemple. Et là, on n'est pas dans des mesures d'hygiène, on est complètement dans des mesures d'organisation du travail. Donc, ça signifie de planifier sur quelques semaines probablement cette phase transitoire
avec l'ensemble des mesures qui vont permettre effectivement de créer un environnement où les mesures relatives à l'hygiène, à la distanciation sociale pourront être mises en œuvre. Donc ça me semble comment dire, une règle de gestion de la situation assez déterminante et qui va permettre aussi, par exemple, de régler des questions comme la restauration collective. On voit bien que sur cet aspect-là, hein, très concret, là, on ne peut pas rouvrir comme ça, de la même manière, dans les mêmes espaces, avec le même nombre de personnes. Donc, ça veut dire que les choses doivent bouger, et notamment en termes d'horaire d'ouverture. Sinon, c'est insoluble. Donc, ça, ou par exemple, encore, c'est un détail, mais enfin, quelles sont les règles d'usage des ascenseurs? Qu'est-ce qu'on fait? Tout à fait. Alors, si on est dans des tours à la Défense, on voit bien que bon, on peut pas y aller un par un, quoi. Ça va poser des problèmes. Mais alors, comment le règle-t-on? Quelle est la bonne règle de conduite? C'est du détail, mais je pense que ça doit être pris en compte. Et le fait que ce soit pris en compte, c'est aussi un facteur qui permet de rassurer les salariés. Sur la question que vous posiez sur des commerciaux, des visiteurs médicaux, hein, enfin des salariés qui ont ce type d'activité. Alors évidemment, là aussi, on est parfois simplement dans du bon sens. C'est-à-dire que si je suis visiteur médical et que je continue, que je me remets à exercer mon activité dans les conditions d'avant le confinement, je vais me retrouver dans des salles d'attente qui sont des lieux significatifs d'exposition. Donc, quelle stratégie à mettre en place pour éviter ça? Mais est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre des stratégies en modulant les moments de visite, hein, par exemple, et en tenant le fait que mes objectifs, c'est les mêmes qu'avant? Je crois que c'est pas possible non plus. C'est-à-dire que si les objectifs en termes de performance sont identiques à ce qu'ils étaient avant le confinement, pendant la période transitoire, on va nécessairement mettre des gens dans des contradictions. Il faut que j'atteigne mes objectifs, il faut que, comment dire, je me préserve, et on va les laisser seuls, finalement, régler le problème et la situation. Et ça, c'est pas possible. Parce que ce type de contradiction-là, il faut qu'elle soit posée clairement, qu'elle soit posée éventuellement dans le cadre du dialogue social avec le CSE ou le CHSCT, et que ces éléments-là soient débattus, parce que on va parler de choses tout à fait concrètes et pragmatiques. Si c'est à chacun finalement d'arbitrer entre la préservation de sa santé, de sa sécurité, et l'obtention de la performance ou simplement la réalisation du travail, on va mettre des gens dans des situations impossibles. On va avoir des salariés qui vont avoir des postures extrêmement diverses au sein d'une équipe, d'un collectif ou d'une entreprise, et on va créer en série tout un ensemble de problèmes. Donc, il faut être extrêmement attentif à anticiper ce genre de situation. Et on est bien là, j'allais dire, sur deux champs qui me paraissent déterminants sur ces histoires-là, le champ de l'organisation du travail et le champ du dialogue social, en mettant, comment dire, sur la table l'ensemble des dimensions qui sont relatives à la définition ou à la redéfinition des objectifs pour une période provisoire, au mode de comportement à adopter dans les situations concrètes et les situations réelles.